Voici venue l'heure de l'actualité africaine et internationale sur Lumière du Monde Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de ce journal, au Mali, les soldats danois des forces spéciales européennes baptisés Takuba ne sont pas la bienvenue. Les autorités maliennes exigent leur départ immédiat. Elles disent n'avoir pas été informées de l'arrivée de ces soldats sur leur sol. Et puis, la tension reste toujours vive à Khartoum, la capitale soudanaise. Un jeune homme de 26 ans tué lors des manifestations. Son corps a été porté par des centaines de jeunes Soudanais. La population dit n'avoir aucun doute quant à la victoire finale. Les Occidentaux disent préparer la riposte en cas d'agression de l'Ukraine par Moscou. Les États-Unis ont procédé à la livraison de nouvelles armes à Kiev. Le président Joe Biden dit prendre des sanctions visant personnellement le numéro 1 russe Vladimir Poutine, quand de son côté, l'Allemagne refuse de s'allier aux sanctions des Occidentaux contre Moscou. Encore une fois, bienvenue à ce temps d'information sur Lumière du Monde Télévision à Ouagadougou. Des centaines de citoyens burkinabés ont manifesté pour exprimer leur soutien à la junte. Pour les manifestants, le coup d'État militaire du dimanche dernier, qui a vu la chute de Roch-Marc Christian Kaboré, n'en est pas un, mais plutôt une libération du peuple burkinabé. De nombreux Burkinabés se sont rassemblés ce mardi, place de la Nation, dans le centre de la capitale Ouagadougou. Un rassemblement pour exprimer leur soutien aux autorités militaires ayant pris le pouvoir. Pour ces manifestants, le renversement du président Kaboré n'est pas un coup d'État, mais une libération. Quand on refuse d'écouter le peuple, ça se termine comme ça. Voilà, depuis longtemps on a parlé, on a sorti. On était serré comme un étau, mais maintenant on est libre. On est content, c'est la victoire du peuple. On est très content parce que l'armée burkinabé a pris sa responsabilité. Et c'est ce que nous les avons demandé depuis longtemps. Ils ont assumé leurs responsabilités et nous sommes fiers avec eux. Et nous allons lutter avec eux. Sur les pancartes, des messages hostiles à la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, accusée de soutenir les vieux présidents. Dans la manifestation, également des slogans anti-français. La politique française n'a pas apporté les résultats escomptés en 10 ans d'intervention dans le Sahel. Oui, trop c'est trop, trop de morts, trop de réfugiés. Ces Burkinabés appellent à se tourner vers la Russie, à l'instar de ce qu'a fait le Mali. La junte au pouvoir à Bamako a en effet engagé une coopération, notamment militaire, avec Moscou. En tout cas, la prise de pouvoir par l'armée au Burkina Faso a été largement condamnée par la communauté internationale. Ainsi, le secrétaire général de l'ONU, qui a estimé que les coups d'État militaires étaient inacceptables. Autre condamnation de la part du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Face aux menaces sécuritaires et aux énormes défis humanitaires auxquels le pays est confronté, il est plus important que jamais de veiller à ce que l'état de droit, l'ordre constitutionnel et les obligations du pays en vertu du droit international des droits de l'homme soient pleinement respectés. De son côté, la CEDEAO a annoncé la tenue d'un sommet extraordinaire dans les prochains jours. Le rassemblement des Burkinabés à la place de la Nation le mardi a donné de voir flotter le drapeau russe brandi par des manifestants avec des messages anti-France. Pour certains, la Russie serait une alternative à la France dans la lutte contre le djihadisme dans le Sahel. Je vous invite à écouter l'analyse de Thierry Vircoulon. Il est chercheur associé au Centre Afrique de l'IFRI à Paris en France. Il est interrogé par nos confrères de France 24. Pourquoi il y a des drapeaux russes? Tout simplement parce qu'au Burkina Faso comme au Mali, l'opinion publique est très travaillée par justement la tentation de l'alternative russe à la France. L'engagement militaire français n'a pas du tout permis de réduire la crise sécuritaire, et cette crise a augmenté au fil des années, et donc la population cherche une alternative sécuritaire, et comme au Mali, cette alternative ça peut être la Russie. Et comme les militaires au Burkina Faso, comme les militaires au Mali sont aussi travaillés par cette opinion publique et cette tentation russe, il ne serait pas non plus impossible que dans les mois qui viennent, on ait des annonces similaires venant de Ouagadougou, de contrats ou d'accords avec la société Wagner. C'est simplement un grand jeu géopolitique, comme un peu au temps de la guerre froide, qui consiste à marquer des points
et à se créer une clientèle internationale. Et la Russie, au Sahel, marche dans les plates-bandes de l'armée française. C'est le cas pour le Mali et on va voir si ça ne va pas se produire aussi pour le Burkina Faso. Au Mali voisin, les soldats danois ne sont pas la bienvenue. Les autorités maliennes exigent leur départ. Elles disent n'avoir pas été informées de l'arrivée de ces soldats sur leur territoire. Ces soldats sont une centaine officiant pour les forces spéciales européennes baptisées Takuba, une initiative de la France. On écoute la réaction de la ministre française de la Défense, Florence Parly. Je voudrais ici affirmer notre solidarité avec nos partenaires danois, dont le déploiement se fait sur une base juridique légale, contrairement à ce qu'affirme aujourd'hui la junte malienne. Et en Afrique comme en Europe, la Russie, par ses actions et ses discours, privilégie une stratégie d'intimidation. Elle choisit la confrontation masquée, qui est un facteur de déstabilisation. Alors faire face aux menaces hybrides qui se déploient sous le seuil du conflit ouvert, c'est une de nos priorités de la présidence française du Conseil de l'Union européenne à travers la boussole stratégique. Actualité africaine toujours, la tension reste vive à Khartoum, la capitale soudanaise. Un jeune homme de 26 ans tué lors des manifestations. Son corps a été porté par des centaines de jeunes Soudanais. La population dit n'avoir aucun doute quant à sa victoire finale. Des centaines de Soudanais ont défilé dans les rues de Khartoum lundi soir, brandissant le corps d'un jeune homme de 26 ans tué près du palais présidentiel. Depuis le coup d'État militaire en octobre dernier, au moins 76 manifestants ont perdu la vie. Il n'y a pas de mots. La victoire populaire est une certitude. Nous n'avons aucun doute que la volonté du peuple l'emportera, car c'est la volonté de Dieu. Mais ce qui est douloureux, c'est que ces victimes sont très jeunes. Selon des médecins présents sur place, 3 autres personnes sont mortes lors des rassemblements de lundi. Ce comité de médecins dénonce l'usage de balles réelles et de gaz lacrymogène pour disperser la révolte. Nous avons tous le cœur lourd. Cependant, le désir d'atteindre les objectifs pour lesquels ce jeune et ses amis sont morts est quelque chose auquel le peuple s'accroche. Nous allons de l'avant, vers la victoire, et si Dieu le veut, nous les vengerons. La mobilisation populaire réclame le départ du général Abdel Fattah al-Burhan et de son gouvernement militaire qui a mis fin à une transition vers un pouvoir civil il y a 3 mois. Au Kenya, le lait distribué autrement, un distributeur automatique, est depuis quelques temps à la disposition des consommateurs qui en sont d'ailleurs très satisfaits, tant pour sa qualité que pour son prix. Cependant, selon l'organe national de régulation du lait, les conditions de conservation du distributeur automatique peuvent entraîner des problèmes de santé dus au manque d'hygiène dans le conteneur du distributeur. Image. À Nairobi, un nouveau type de distributeur automatique a récemment vu le jour, le distributeur de lait. Ce dernier plaît aux commerçants car il est facile d'utilisation et consomme peu d'électricité. Le marché est tellement lucratif qu'Eric Andino a cessé de vendre du lait emballé et ne vend plus que du lait issu de ce distributeur. Les avantages de cette machine sont multiples. Premièrement, elle est facile à entretenir. Ensuite, elle sert les clients rapidement. Enfin, lorsque vous y stockez du lait, il est toujours frais afin que le client puisse le boire directement. Il vient de la ferme et vous pouvez en récupérer autant que vous voulez à partir de 10 centimes de dollars. Sophia Ali achète du lait au distributeur depuis maintenant 2 ans. Elle apprécie le côté économique. Le lait du distributeur est très bon marché. 1 litre de lait au distributeur coûte moins de 60 centimes de dollars, alors qu'en magasin, le prix pour 500 ml est de 55 centimes de dollars, ce qui fait $1,20 par litre.
C'est moins cher et quand vous faites du thé avec ce lait, il est meilleur car il n'a pas de conservateur, pas d'additifs, rien. Mais ces distributeurs pourraient présenter des risques pour la santé car les conditions d'hygiène des conteneurs dans lesquels le lait est collecté, transporté et vendu ne répondent pas nécessairement aux normes fixées par l'organe kényan de régulation du lait. Aujourd'hui, vous constatez que beaucoup d'agriculteurs, surtout ici au Kenya, n'ont pas encore adopté les matériaux de qualité alimentaire. Et ils finissent par utiliser des conteneurs en plastique qui ne sont pas du tout hygiéniques. Vous ne pouvez donc pas être en mesure de garantir leur hygiène parce qu'ils ne peuvent pas être nettoyés suffisamment, même si de l'eau chaude et d'autres détergents sont utilisés. Ces distributeurs automatiques se répandent partout dans le pays et peuvent aussi proposer de l'huile de cuisson ou de l'eau. Ailleurs dans l'actualité, sur la hors du continent africain, crise ukrainienne, les Occidentaux disent préparer la riposte en cas d'agression du pays par Moscou. Les États-Unis d'Amérique ont procédé à la livraison de nouvelles armes à Kiev. Le président Joe Biden dit prendre des sanctions visant personnellement le numéro 1 russe Vladimir Poutine si celui-ci donnait ordre d'attaquer l'Ukraine. Nouvelle livraison d'armes américaines en Ukraine sous l'œil des caméras. Washington continue d'afficher son soutien à Kiev. Et en plus des équipements militaires, il y a l'avertissement du président américain, Joe Biden, qui dit être prêt à prendre des sanctions visant personnellement Vladimir Poutine si le chef du Kremlin donne l'ordre d'attaquer l'Ukraine. Les Occidentaux essaient d'apparaître unis face à Moscou. En témoigne la rencontre ce mardi entre le président français et le chancelier allemand. Et comme cela a été dit, s'il devait y avoir une agression, la riposte sera là. Et le coût sera très élevé. Lors de cette conférence de presse, le chancelier allemand a été interpellé sur le refus de son pays de livrer des armes à l'Ukraine. Deuxième question qui s'adresse à tous les deux. Ces dernières années, le gouvernement fédéral a effectivement décidé à plusieurs reprises de ne pas fournir d'armes létales. Il y a des raisons à cela, raisons qui reposent sur les développements de ces dernières décennies. Néanmoins, il est vrai que nous avons fait beaucoup ces dernières années pour soutenir le développement économique et le renforcement de la démocratie en Ukraine. Nous l'avons fait avec les possibilités financières dont nous disposons, mais aussi dans le cadre des responsabilités internationales que nous avons. La Russie est en train de mener des exercices militaires dans plusieurs régions, notamment près de l'Ukraine. Et dans le même temps, Moscou accuse Washington de souffler sur les braises. Les négociations américano-russes sont terminées à ce stade. Avant de comprendre quand et sous quelle forme elles devraient continuer, nous devrons recevoir la réponse écrite des États-Unis. Nous espérons que cela arrivera cette semaine. Et ce que l'on voit en ce moment, du côté américain, de manière officieuse et officielle, cela traduit une escalade de la tension. On en a beaucoup parlé ces derniers jours, mais rien ne change. Nous observons ces manœuvres américaines avec une grande inquiétude. Face au risque de conflit, plusieurs pays ont décidé de rapatrier les familles des diplomates en poste à Kiev. Après les États-Unis et le Royaume-Uni, c'est le Canada qui vient de l'annoncer. Alors que les Occidentaux s'apprêtent à activer des sanctions contre Moscou en cas d'une invasion en Ukraine, l'Allemagne refuse de s'allier aux sanctions économiques et n'adhère pas à l'idée d'armer l'Ukraine et d'envoyer des soldats en Europe de l'Est. L'histoire qui lie les deux pays, l'Allemagne et la Russie, expliquerait en partie la position actuelle de Berlin vis-à-vis de Moscou dans cette crise ukrainienne. Ce mémorial, situé dans la capitale allemande, rend hommage aux 80 000 soldats soviétiques qui ont trouvé la mort dans la bataille de Berlin à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il symbolise aussi les relations de la Russie qui a mis fin au nazisme avec l'Allemagne d'après-guerre. L'histoire qui lie les deux pays explique en partie la position actuelle de Berlin vis-à-vis de Moscou. Dans la société allemande, il y a des racines très profondes pour apaiser la Russie, pour essayer de trouver des excuses à la Russie. Et aussi pour ignorer les nations que les Allemands appellent les nations mineures, c'est-à-dire les nations situées entre l'Allemagne et la Russie. Face aux tensions actuelles entre Russes et Occidentaux sur fond de crise ukrainienne, l'Allemagne refuse d'armer l'Ukraine et d'envoyer des soldats en Europe de l'Est. Berlin a également montré son hostilité quant à l'idée d'exclure la Russie du système d'échanges bancaires internationaux SWIFT.
Moscou aime les désaccords au sein de l'OTAN car c'est ce que Moscou considère comme son objet. Et bien sûr, pour Moscou, tout signe de méfiance entre les membres de l'OTAN est quelque chose de très positif. Certains observateurs s'attendaient à ce que le nouveau gouvernement allemand, dont font partie les Verts, adopte une ligne plus dure vis-à-vis de la Russie. Pour le Conseil allemand des relations étrangères, le gouvernement semble ne pas être d'accord en interne sur la position à adopter. Le ministre des Affaires étrangères dit une chose, le SPD Bundestag une autre chose et le chancelier dit ses propres choses. Mais on ne sait pas quelle est la position réelle de l'Allemagne. Alors que d'autres pays livrent des armes à l'Ukraine et déploient des troupes en Europe orientale, l'Allemagne essaie de jouer à la fois le rôle d'allié de l'OTAN et de pont avec Moscou. On sait désormais la sanction infligée au Français Benjamin Brière par la justice iranienne. Il est déjà depuis 1 an et demi emprisonné pour avoir pris des photos avec un drone de loisirs dans un parc naturel. Certains y voient une condamnation politique. Pour l'avocat de Benjamin Brière, cette condamnation est inacceptable. 8 ans de prison pour espionnage et 8 mois supplémentaires pour propagande. C'est le verdict prononcé par un tribunal révolutionnaire en Iran contre le Français Benjamin Brière. Ce dernier est emprisonné depuis 1 an et demi pour avoir pris des photos avec un drone de loisirs dans un parc naturel. Cette condamnation, que rien ne permet d'étayer, est inacceptable, a dit le ministère français des Affaires étrangères. Son avocat dénonce également une mascarade de procès et une décision politique. Il appelle les autorités à davantage de fermeté face au régime iranien. Je pense qu'il est important que la communauté internationale, les autorités françaises et européennes, marquent définitivement, la fermeté dans les discussions avec l'Iran, de leur dire que ce n'est pas un mode de discussion. Ce n'est pas le prérequis, la détention, la captivité des ressortissants occidentaux ne peut pas être un prérequis aux discussions de levée de sanctions ou de tractation, négociation dont vous avez besoin. L'Iran retient plus d'une douzaine d'occidentaux, pour la plupart des binationaux, dont la chercheuse franco-iranienne Fariba Adelka. Benjamin Brière a lui débuté il y a tout juste 1 mois une grève de la faim pour dénoncer ses conditions de détention. Sa famille dit craindre pour sa santé et appelle à tout faire pour mettre fin à ce cauchemar. Et nous ouvrons à présent la page de la CAN dans votre journal. Bousculade au grand stade d'Olembé à l'occasion du match Cameroun-Comores. Le bilan est lourd de 8 morts et de 38 blessés. Le président de la Confédération africaine de football, le Sud-Africain Patrice Motsepe, exige une enquête pour situer les responsabilités dans ce drame qui vient endeuiller toute une nation en cette période festive de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Suite à la bousculade avant le match entre les Comores et le Cameroun lundi soir, le président de la Confédération africaine de football exige une enquête. Au moins 8 personnes sont mortes en forçant les grilles du grand stade d'Olembé à Yaoundé avant le coup d'envoi et 38 individus ont été blessés. Il faut mettre en place une commission pour enquêter immédiatement sur ce qui s'est passé, pour savoir qui était censé faire quoi et qui ne l'a pas fait. And in that context, to find out who was supposed to do what and who did not do. Et nous voulons leur rapport d'ici à vendredi. We want that report by Friday. La Coupe africaine des Nations a commencé le 6 février. Face à des gradins vides lors des premiers matchs, les autorités camerounaises ont distribué des billets gratuits. There is zero tolerance. Il y aura zéro tolérance sur des situations qui peuvent entraîner des blessures et des décès au stade. Could result in people being injured at the stadium or people losing their lives. La CAF organise la compétition avec le pays hôte, le Cameroun. Le stade de 60 000 places a été construit spécialement pour cette occasion. Pour éviter les risques d'infection au Covid-19, une jauge de remplissage avait été instaurée, mais elle était augmentée quand l'équipe nationale jouait. La sécurité de chaque spectateur est notre priorité. Évidemment, avec le Covid, nous nous sommes concentrés davantage sur les règles sanitaires. Le quart de finale prévu initialement à Olembé sera déplacé dans l'autre stade de Yaoundé. Cette bousculade mortelle a des conséquences sur l'agenda de la Coupe d'Afrique des Nations. Le match qui devrait se dérouler au stade d'Olembé sera donc déplacé à Yaoundé, au stade Amadou Ahidjo.
Il est revenu sur les lieux du drame, à la recherche de ses lunettes et de sa carte d'identité perdue dans la bousculade. Louis Yengongomo a tout vu. Il était là lundi devant le stade d'Olembe, juste avant le coup d'envoi de Cameroun-Comores. Le contrôle des billets et du pass sanitaire se déroule sans accroc, avant ce mouvement de foule meurtrier. Des dizaines de personnes sont alors piétinées. Il y avait tellement de pression de gens par rapport aux tests qu'il fallait passer, contrôle et tout. C'est dramatique, c'est pas facile. Parce que quand je vois les gens mourir, bon, moi ça me fait mal, ça me fait très très mal. Dépassés, les forces de sécurité et le personnel médical ne peuvent que constater les dégâts. 8 morts, dont un enfant et une cinquantaine de blessés. Ce mardi, la Confédération africaine de football a tenu une réunion de crise. Première décision, le quart de finale de dimanche prévu à Olembe se jouera dans un autre stade de Yaoundé. On cherche désormais les responsables. Si la porte était restée ouverte, nous ne serions pas confrontés à ce drame. Des gens n'auraient pas perdu la vie à cet endroit. Qui a fermé cette porte? Qui est responsable de sa fermeture? Une tragédie dont se serait bien passé la cave déjà sous le feu des critiques. Problème de pelouse, d'arbitrage, protocole Covid qui change en pleine compétition. L'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations laisse à désirer. Une 33e édition de la CAN à jamais endeuillée. Ces événements malheureux choquent l'opinion sportive africaine. On écoute la réaction du tout nouveau président de la FECAFOOT, de la Fédération camerounaise de football, l'ancienne gloire du football mondial, Samuel Eto'o-Fils. C'est une belle fête, mais qui a été entachée. Mais permettez-moi tout d'abord, à mon nom propre et au nom du comité exécutif que je préside, nos sincères condoléances à toutes les familles endeuillées et un prompt rétablissement aux blessés. Certains ont payé par le prix le plus élevé de leur vie juste en venant témoigner de leur amour par leur présence au stade à l'équipe nationale du Cameroun. Comme nous nous sommes dit, les joueurs et nous-mêmes, si on avait besoin d'une motivation en plus, ben nous l'avons pour apporter un brin de joie dans les cœurs des familles. CAN toujours, c'est la joie au Sénégal. La sélection nationale des Lions de la Teranga ont obtenu le ticket pour les quarts de finale de cette compétition en battant les requins bleus du Cap-Vert. Après un début assez timide, le Sénégal se réveille, peut-on dire, pour la suite de cette compétition. Religion à présent, le cofondateur et chanteur du groupe de rap chrétien The Cross Movement, Brady Godwin, a publié le 17 janvier une vidéo sur les réseaux sociaux où il renonce publiquement au christianisme. The Cross Movement, basé à Philadelphie, parcourt le monde entier pour évangéliser depuis les années 1990. Brady Godwin est en outre formé en théologie et enseignait la Bible parallèlement à la musique. Il était ainsi réputé pour réussir à joindre les paroles théologiques profondes aux codes musicaux musclés du hip-hop. L'artiste de 45 ans déclare dans une vidéo qu'il ne croit plus à l'évangile ni à la Bible malgré la bonne compréhension qu'il a de celle-ci. Il évoque par ailleurs de nombreuses questions dont il n'a jamais eu réponse. En 2014, alors qu'il étudiait l'apologétique, il explique avoir littéralement dit à Dieu « Si je trouve une chose de plus dans les Écritures qui n'a pas de bonne explication sans devoir me plier en quatre pour l'expliquer, je pourrais perdre la foi. » Fin des citations. Loin d'être un commentaire, retenons simplement ce que dit la Bible à ce sujet. Le passage est extrait du livre de Osée, chapitre 4, verset 6. « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Osée 4, verset 6.
Et c'est ici que se referme ce journal. Nous avons pris, comme de tradition, beaucoup de plaisir à vous le présenter. Merci, bonsoir et surtout que Dieu vous bénisse.